Dans l'air pur et cristallin, ton sommet d'une blancheur immaculée touche le ciel d'un élan décidé. Imperturbable et inaccessible tu demeures, bien que tu acceptes pour quelques heures d'être visité par l'humain. Nos yeux ne peuvent embrasser ta grandeur, mais tu touches au plus profond du cœur le poète et l'alpiniste. Accueille un bref instant dans ton univers l'âme assoiffée de splendeur, qu'elle puisse s'abreuver à la source du bonheur. Le souffle court à cause de l'altitude. J'aperçois pour la première fois la pyramide sommitale de l'Everest. Je suis ému au plus profond de mon être. Longtemps j'ai rêvé à l'Everest. Je me suis vu à ses pieds, en train de contempler ses pentes. Je me suis imaginé arriver au sommet et d'un seul regard embrasser toute la terre. Mais du rêve à la réalité, il y a plus qu'un pas. Un abîme de doute et d'incertitude se dresse devant moi maintenant que je m'apprête à concrétiser mon rêve. Comment puis-je espérer grimper cette montagne à l'allure si imposante? Ô Sagarmatha, déesse mère de la terre, m'as-tu attiré vers toi seulement pour me montrer la vanité de mes aspirations? Qui suis-je pour oser m'aventurer sur tes pentes? Je suis ici émerveillé à tes pieds, mais je voudrais être ailleurs et ne pas nourrir d'aussi folles ambitions. Pèlerin des cimes, j'ai entendu ta supplique. Du haut de mon observatoire, je contemple toute la nature et rien ne m'échappe. Rares sont ceux qui me visitent et encore plus rares ceux qui implorent mon aide. Tu as su me toucher par ta sincérité et j'apprécie cette disposition de l'esprit chez celui qui veut s'élever jusqu'à moi. Tu vas entreprendre une longue et périlleuse ascension. Sache que je n'abandonne personne, bien que parfois je doive laisser la vie s'occuper de ceux qui croient pouvoir me conquérir. Tu devras faire la preuve que tu as acquis les qualités nécessaires pour ce genre d'aventure. Il te faudra puiser au plus profond de toi-même les ressources pour y arriver, découvrir de nouvelles forces que tu n'imagines pas encore. Fais confiance à tes capacités. Observe les Sherpas qui depuis des générations vivent dans les vallées à mes pieds et écoute la petite voix qui te parle à l'intérieur. Parfois, ce sont mes mots qu'elle emprunte. Là, c'est sûr, je rêve. D'ordinaire, mon dialogue intérieur m'est familier. Mais cette voix me semble plutôt venir de l'extérieur de moi-même et résonner dans ma tête. Elle semble si réelle pourtant. Est-ce que l'imagination peut à ce point nous jouer des tours? L'intuition a souvent guidé mes pas en montagne, et ça m'a permis de me tirer de plus d'un passage difficile. D'ailleurs, je ne suis ni le seul ni le premier à vivre ce genre de situation. D'autres avant moi ont aussi entendu des voix. Hermann Buhl et Reinhold Messner, pour ne citer que les plus célèbres, racontent les échanges qu'ils ont eus avec des compagnons de cordée imaginaires lors d'ascensions en solitaire. Quand on fait face à la plus haute montagne du monde pour la première fois, il y a de quoi être intimidé. En fait, cette montagne représente beaucoup plus qu'un défi. Son histoire et son nom même témoignent des chemins différents de la quête de l'être humain dans sa recherche pour devenir lui-même. Le sacré et le profane y sont inextricablement liés. Depuis des siècles, le Sagarmatha est considéré par les Népalais comme le séjour des dieux. Les sommets inaccessibles des Himalayas ont été vénérés de tout temps par les habitants de ces pays d'Orient comme symbole du sacré. Chez les Occidentaux, le courage, l'ingéniosité, la témérité parfois, ont amené cette quête de l'absolu dans le plan concret. Pendant la première moitié du 20e siècle, les expéditions vont se succéder avec comme objectif l'ascension du plus haut sommet de la planète, rebaptisé Mont Everest, en l'honneur d'un responsable du service topographique britannique en Inde. Mais cette quête de gloire nationale et personnelle va coûter de nombreuses vies et faire couler beaucoup d'encre. L'objectif sera atteint le 29 mai 1953, lorsque le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay atteignent le sommet.
Le sommet est atteint. Mais la montagne n'est pas vaincue pour autant, ni la quête terminée. Depuis cette date, des centaines de personnes se sont présentées au pied de la déesse, revendiquant leur droit de passage. Nous sommes ici au royaume de la démesure. De tous les côtés, nous sommes entourés de géants de rochers et de glace. Le paysage nous écrase littéralement. D'une certaine façon, on retrouve ici notre véritable place au sein de la grande nature. Pour me convaincre malgré tout de mes propres capacités, je repense à mes plus importantes ascensions, notamment dans la cordillère des Andes, la seconde chaîne de montagnes la plus élevée du monde. La face sud de Toirahu, à 5830 mètres. La première ascension en solo de Pyramidée de Garcilaso, 5885 mètres. Et 2 fois le mont Huascarán, à 6768 mètres. Il m'a fallu apprendre rapidement les règles du jeu pour demeurer en vie dans cet environnement où le moindre faux pas peut avoir des conséquences désastreuses. Mais rester en vie n'est pas suffisant. Il faut être en pleine possession de ses moyens pour affronter les conditions extrêmes qu'on retrouve en haute montagne. Le froid omniprésent et les risques d'engelure, les troubles respiratoires et l'affaiblissement général à cause du manque d'oxygène, les risques d'avalanche et de chute dans les crevasses. Pour surmonter tout cela, et surtout résister à l'usure des semaines et des mois d'expédition, il faut une préparation impeccable et un moral à toute épreuve. Ne t'inquiète pas trop du lendemain. Pour l'heure, il suffit de te préparer. L'énergie de demain viendra demain. Les réponses te seront données en temps voulu. Place d'un côté de la balance les qualités que tu as acquises par tes accomplissements du passé et de l'autre, ce que tu crois devoir maîtriser pour atteindre ton but. Une porte s'ouvrira et tu découvriras ce qu'il faut faire, quand et comment le faire. Une fois arrivé au camp le soir, tout paraît bien simple. Mais que de préparatifs et d'organisation pour arriver jusqu'ici. C'est grâce au génie de notre chef d'expédition, Rick Wilcox, que tout est prêt. 4 années pour obtenir le permis, 2 ans pour tout organiser. L'équipe, c'est 6 grimpeurs et 2 médecins, tous américains, sauf un. À cela vont s'ajouter 4 Sherpas et une équipe au camp de base. En tout, 20 personnes. Un peu plus d'1 an avant le départ, toutes mes ressources, mes énergies et mon temps vont à la préparation. Mon univers se réduit à ces quelques mètres carrés de neige et de glace les plus élevés de notre planète. Je deviens comme une sorte d'ermite dans la foule. Ce qui compte le plus, en définitive, c'est la préparation mentale et émotionnelle pour résister sur une si longue période. Après des semaines d'expédition, toutes les cellules vont réclamer l'oxygène qu'on ne trouve qu'en bas dans la vallée. On n'a plus alors qu'un seul désir, c'est redescendre. Concentration, patience et ténacité sont les piliers de l'édifice qu'il faut construire en soi-même. Plus qu'un projet d'ascension, l'aventure devient un laboratoire d'apprentissage de la vie. Même se rendre à destination, ce n'est pas si simple. 5 escales, 28 heures de vol en 3 jours pour parcourir plus de la moitié du globe et atterrir à Katmandou, la capitale du Népal. Nos 80 sacs de 25 kilos débarquent en même temps que toute l'équipe. Rien n'a été égaré ni oublié. Un vrai miracle. Tout le groupe est réuni pour la première fois et la cohésion commence à se créer. Notre destin va pouvoir s'accomplir. Bienvenue dans ton pays d'adoption pour les prochains 3 mois. L'aventure commence. Des nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages t'attendent. Ne te ferme pas à ces nouveautés. Même si certaines de tes convictions seront probablement ébranlées, laisse la vie t'ouvrir une nouvelle voie. Écoute-la, écoute-moi et fais confiance. Dès les premiers jours, il faut doser ses efforts, car le travail ne manque pas.
Il s'agit d'apprendre à gérer l'excitation du début et conserver ses énergies pour se rendre jusqu'au bout. L'équilibre est la première clé sur le chemin. Le 8 mars, par un beau matin ensoleillé, toute l'équipe et les bagages trouvent leur place sur les ailes d'Air Népal, à bord d'un Twin Otter canadien. Le survol des premières montagnes est magnifique, le temps est splendide, mais l'atterrissage, disons que c'est une autre histoire. Lukla, 2700 mètres d'altitude. C'est ici que débute la marche d'approche vers le camp de base de l'Everest. Ici, pas de route, pas d'eau courante, pas d'électricité. La roue n'existe pas dans ces vallées. Les flancs de montagne sont trop escarpés. Tous marchent dans des sentiers utilisés depuis des centaines d'années par les caravanes de commerce avec le Tibet. À partir d'ici, c'est grâce à un autre génie organisateur, notre Sirdar Urgen, que notre caravane atteindra sans encombre le camp de base de l'Everest. Lui seul saura coordonner et répartir les charges de nos 160 porteurs et yaks. Pendant une dizaine de jours, nous remontons la vallée du Khumbu, traversant quelques villages au passage. Nous sommes au cœur du pays Sherpa. Les Sherpas, ces fameux porteurs d'altitude aux performances légendaires, sont originaires du Tibet. Ils ont quitté le Tibet oriental il y a 500 ans pour s'établir dans les hautes vallées du Népal. Depuis que les caravanes de commerce avec le Tibet ont été interrompues en 1950, ces robustes montagnards se sont convertis en porteurs de montagne. De porteurs, ils ont appris les techniques du métier de guide de montagne. Aujourd'hui, on retrouve aussi bien des Sherpas porteurs, en début de carrière, que des guides confirmés avec des dizaines d'expéditions à leur crédit. Après quelques jours de marche, nous faisons un arrêt pour l'acclimatation à l'altitude. C'est la toute première étape d'un processus exigeant pour l'organisme. Et il y en aura plusieurs pour s'habituer graduellement à la baisse de pression atmosphérique et à la raréfaction de l'oxygène. Namche Bazar, c'est la capitale des Sherpas. Les maisons Sherpas sont plutôt robustes, construites en pierre assemblées sans mortier, sur 2 étages, avec des planchers de bois et de rares fenêtres, très souvent sans vitres. Le chauffage consiste la plupart du temps en un foyer central avec une imitation de cheminée. She's making. No problem. No problem. It's a fireplace. We built this, and outside here, the tin we put here is reasons if the rock wall and mud is if busted out, this tin can hold it. This tin protected the fireplace, and this is most of in the Khumbu Valley. We make a fireplace like this. When we cook out of this, that way these are all dark from the smoke. So where's the chimney? Chimney is up here. Does that go outside? Pardon? Does that go outside? All the way outside. Plus haut dans la vallée, on arrive à Tiang Boche, un monastère situé au pied de la Madablam, une des plus belles montagnes du monde. Construit il y a environ une centaine d'années, le monastère a été démoli 2 fois depuis, d'abord par un tremblement de terre, puis par un incendie. Il a été reconstruit chaque fois grâce aux efforts conjugués des hommes, femmes et enfants de la vallée. Tu te demandes pourquoi la vie, dans un environnement si grandiose, peut être aussi rude. Tu connais la valeur de l'effort pour l'alpiniste. De même, la rigueur du climat est d'autant plus propice à forger les caractères. Ce qui compte, c'est de retirer la leçon que la montagne nous offre. La marche continue. L'acclimatation est difficile. Personne n'y échappe, sauf les Sherpas et les porteurs qui avancent lentement sous des charges qui, à nous, semblent beaucoup trop lourdes. Vers les 4000 mètres, on arrive à Periche. C'est le dernier village habité durant l'hiver. Une toute petite clinique médicale, opérée par des volontaires, y a été installée. Trop de randonneurs mouraient du mal de l'altitude. Plus haut, il n'y a que quelques maisons seulement. Des points d'arrêt pour les expéditions en route vers le camp de base de l'Everest. Quelques heures de marche encore et le glacier commence. En fait, on monte sur le glacier pratiquement sans s'en rendre compte. À cette hauteur, il est presque entièrement recouvert de pierres et de rochers à cause du travail de l'érosion. Et c'est en établissant le camp qu'on se rend compte que nous sommes sur un véritable glacier. C'est un travail épuisant à 5400 mètres d'altitude quand on n'est pas encore acclimaté.
À cette altitude, il n'y a qu'un peu plus de la moitié de l'oxygène que l'on retrouve au niveau de la mer. À 8000 mètres, il ne reste plus qu'un tiers de l'oxygène et au sommet de l'Everest, à peine 30 %. I expect. Doing. Doing well. Hey Barry, come back. You're up. This instrument right here tells you what? This tells the oxygen saturation and this tells the pulse rate. L'organisme, très affaibli par le manque d'oxygène, réagit en augmentant le nombre de globules rouges dans le sang, les transporteurs d'oxygène, en accélérant la respiration et en réduisant la pression sanguine pour s'ajuster à la pression atmosphérique. On pourrait dire que l'alpiniste, à ces altitudes, fait de la très basse pression. Ce processus, pour s'accomplir, demande du temps. De 1 à 2 jours à 3000 mètres jusqu'à plusieurs semaines vers les 7000 mètres. Et on ne peut s'acclimater que jusqu'à environ 7500 mètres. Au-delà, l'organisme se dégrade constamment, si bien qu'on ne peut rester à cette altitude qu'un nombre d'heures très réduit. La seule survie possible, c'est de redescendre. Il faut plusieurs jours pour installer notre camp de base. La tente de cuisine deviendra un lieu de rencontre très fréquenté. En tout, plus d'une centaine de personnes réparties en 7 expéditions différentes occuperont un emplacement sur le glacier. Un petit village sur la glace, mais sans les services publics. Dans notre groupe, il y a Rick Wilcox et Mark Ritchie, les 2 leaders. Avec Barry Rugo et Marc Chauvin, eux aussi des grimpeurs chevronnés, ils forment le noyau central de l'équipe. Gary Scott, un peu seul dans son coin même au tout début, car il a son propre objectif. Il souhaiterait bien battre le record de vitesse d'ascension de l'Everest. Nos 2 médecins, Richard Saint-Onge et Mike Sinclair, qui possèdent la rare qualité d'être des professionnels très compétents, en plus de grimpeurs de bon calibre. Et il y a moi aussi, Yves Laforêt, l'étrange végétarien du groupe, mais pas si étranger en fin de compte. Et nos 4 Sherpas, Anh Nima, vétéran d'une quinzaine d'expéditions à l'Everest, Tshering le plus jeune et le plus costaud, Pasang Sherpa, le conquérant d'un cœur féminin, et Pasang Tamang, plus réservé, mais très fiable. Toute l'équipe est prête, mais avant l'ascension, une puja est nécessaire. Les Sherpas insistent pour que soit tenue la cérémonie de consécration du camp de base pour honorer les dieux et protéger les grimpeurs. Un lama venu expressément pour l'occasion récite des prières pendant que brûle du bois de génévrier. Les drapeaux des nations participantes sont hissés au centre du camp et des offrandes sont faites aux dieux. Les Sherpas, surtout les plus âgés, expriment un profond respect pour la montagne. Pour l'approcher, il faut la reconnaître à sa juste valeur. En Orient, tout acquiert une signification spirituelle. La terre, l'eau, la montagne, la lumière, les fleurs ne sont pas des phénomènes physiques qu'on doit utiliser uniquement dans le but d'en tirer profit pour ensuite les laisser de côté. Ils sont nécessaires pour atteindre son idéal de perfection, de même que dans une symphonie, chaque note concourt à l'ensemble. Écoute. L'ascension peut commencer. Le premier obstacle, c'est le glacier du Khumbu. C'est un redoutable champ de crevasses qui avance en moyenne d'1 mètre par jour. Il faut équiper le glacier de cordes fixes pour les passages les plus dangereux.
et les crevasses sont traversées grâce à des échelles. Pour franchir la plus large des crevasses, il faudra attacher jusqu'à 5 échelles bout à bout avec de la corde. La première fois que l'on monte sur le glacier, le rythme de progression est désespérément lent. Nous ne sommes pas encore acclimatés à cette altitude. On monte 15 pas, il faut prendre une pause pour reprendre son souffle. On monte encore 15 pas, et déjà, il faut prendre une seconde pause. La montée est interminable. L'immobilité des murs de glace qui nous entourent donne une fausse impression de sécurité. Rien ne bouge, mais si une avalanche se déclenche, il n'y a rien à faire pour l'éviter, et nulle part où aller. Je ne me suis jamais senti aussi vulnérable que sur ce glacier. On monte toujours, mais quand allons-nous sortir de ce dédale de glace? Les heures passent, la fatigue s'installe et graduellement l'anxiété s'émousse. Je ne suis qu'un maillon dans la chaîne. Le résultat, ma sécurité même, ne dépend pas de ma volonté. D'autres puissances, au-delà de mes aspirations, agissent ici. Tu n'obtiendras jamais aucun résultat si tu cherches à réaliser l'infini en dehors du domaine de l'action. Tu peux envisager les choses sous deux aspects différents. Tu peux voir ce qui te sépare du sommet. Alors chaque pas que tu fais est du terrain conquis de force en dépit des obstacles. Tu peux également y voir ce qui te conduit à destination. Et dans cette conception, le chemin fait partie de ton but. Il est déjà le commencement de ton succès, et en le parcourant, tu peux gagner ce qu'il t'offre spontanément. Confiance et foi sont deux autres clés sur ton chemin. Finalement, plus de 6 heures après être parti du camp de base, une éternité, j'arrive au premier camp à 6000 mètres d'altitude. L'emplacement du camp n'a rien de très rassurant. Entouré d'énormes crevasses, on peut difficilement imaginer un endroit moins invitant pour faire un camp. Mais ce camp ne sera que temporaire. Il ne servira que durant la première phase de l'acclimatation à l'altitude. Cette première phase qui consiste à établir des camps intermédiaires, y stocker du matériel et un minimum de nourriture pour la seconde phase, les tentatives d'ascension proprement dites vers le sommet. Il faut donc faire la navette plusieurs fois entre le camp de base et les camps supérieurs. Nous allons installer 4 camps et traverser le glacier une douzaine de fois. Grâce à ce va-et-vient continuel, on s'acclimate graduellement à l'altitude. Mais rien n'est jamais définitivement acquis. Il faut chaque fois se motiver, contrôler ses émotions pour surmonter la peur enfouie au plus profond des cellules. La routine n'a pas sa place dans ce décor. On ne peut relâcher la vigilance ni la concentration. Notre groupe se sépare en 2 équipes. Pendant que les premiers installent les camps, les autres se reposent au camp de base. Puis les équipes échangent les rôles et le travail progresse. Les semaines passent et le groupe se soude de plus en plus. Pendant qu'en haut, sur la montagne, le manque d'oxygène de plus en plus marqué ralentit la progression, la vie s'organise au camp de base. Cook staff. In here. Burba! Hi, Burba. What's cooking? What's cooking today here in the big kitchen? Supplies. Oops, sorry, Kami. Just tripped over Kami. Doing the dishes, but some of our food supplies for the next month and a half. We have a sleeping bag here keeping the potatoes from freezing and things. Good man, see? Doing the dishes. How's this for a kitchen setup, huh? A last look around the cook kitchen here.
Le camp 2 est bientôt établi à 6500 mètres dans la combe ouest, un grand cirque entouré de l'Everest, de l'Otse et de Nuptse. Ce camp va devenir notre camp de base avancé car c'est ici que commencent les vraies difficultés. La face ouest de l'Otse, 1500 mètres de dénivelé qui mène au col sud, entre l'Everest et l'Otse. Cette pente de glace très dure à 50 degrés est interminable. Nos deux équipes se relaient pendant plus de 10 jours, malgré les tempêtes de vent, pour installer 2 petites tentes au milieu de la pente sur une étroite plateforme. Ce sera le camp 3, à 7300 mètres d'altitude, la limite où un être humain peut s'acclimater. À cette altitude, on commence à voir et à entendre surtout le jet stream. C'est un couloir de vent de 150 à 250 km/h qui souffle du nord au sud et qui peut rester sur le sommet de l'Everest pendant des semaines, voire des mois. On le reconnaît lorsqu'on voit le nuage accroché au sommet. Une brève accalmie les 29 et 30 avril nous permet d'espérer faire une tentative vers le sommet. Nous accélérons le rythme et en 2 jours, nous montons jusqu'au camp 4. Mais la nature nous réserve bien des surprises. Le vent souffle toute la nuit. Il y a de la neige qui tourbillonne même à l'intérieur de la tente. L'air glacial et raréfié brûle les poumons. La nuit n'en finit plus. Cette fois, j'ai atteint la limite. Ma limite. Non, j'en peux plus. J'abandonne. La montagne est trop forte. Ou bien la montagne est trop grande. Ou bien c'est moi qui est trop petit. La nature supérieure de l'homme cherche toujours quelque chose qui la dépasse, qui exige d'elle tous les sacrifices et qui fasse de ces sacrifices leur propre récompense. Tu es arrivé jusqu'ici, tu vas en retirer les bénéfices. Il n'en tient qu'à toi de continuer sur cette montagne ou sur un autre chemin. Sache que tu as le choix de l'exercice et de tes efforts, pas du résultat. L'âme, pour se libérer du brouillard et venir à la lumière, se crée continuellement de nouveaux champs d'action, s'efforce de combiner des nouvelles formes d'activité, dont certaines ne sont pas même nécessaires pour les besoins de notre vie terrestre. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle veut la liberté. Elle veut se voir et se réaliser. Ici, on ne peut conserver longtemps des illusions sur soi-même. La montagne renvoie une image de soi qu'il faut d'abord comprendre, puis tôt ou tard accepter. Parfois, le jugement peut être sévère, mais c'est le prix à payer pour apprendre. La tempête nous oblige à redescendre jusqu'au camp de base et à attendre une dizaine de jours. Well, cough's a problem we've all had up here. From the cold, dry air. What's the altitude here? About 26,000. And we can't survive up here too long without and still have enough energy to make a reasonable attempt at the summit. So. Graduellement, le temps s'améliore et avec lui mon état intérieur et mes énergies. Lorsque le changement de température s'annonce, l'espoir revient et je prépare soigneusement mon sac pour une seconde tentative. Maintenant, chaque gramme compte. Mais il faut faire vite, la mousson s'en vient. C'est à présent que l'aide des Sherpas est la plus précieuse. Ils transportent la majorité de l'oxygène que nous utiliserons durant la tentative d'ascension vers le sommet. Chaque grimpeur disposera de 2 bonbonnes d'oxygène. Une petite pour passer la nuit et une autre qui peut durer jusqu'à 12 heures à 2 litres par minute pour la journée d'ascension. Nous ne sommes plus que 4 pour cette ultime tentative. Mark Ritchie, Rick Wilcox, Barry Rugo et moi-même. Même les Sherpas ont décidé de ne pas continuer, fatigués par l'épuisante montée jusqu'au col sud à 8000 mètres. Il ne reste plus que 800 mètres à franchir avant le sommet, mais ces 800 mètres sont plus difficiles, plus risqués que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est pour vivre cette journée que nous avons enduré toutes ces épreuves, que nous avons fait toute cette préparation. C'est pour cet instant que nous sommes venus ici. Ça y est, maintenant je vais trouver. Je dois trouver une raison à tout cela. Sinon, je me demande si ça en vaut la peine. La minute de vérité arrive. Est-ce que je suis prêt?
Certaines personnes, quand elles voient une montagne, y voient un obstacle. D'autres, au contraire, y voient un défi. Et toi, que vois-tu ? Au début de la nuit du 14 au 15 mai, le vent tombe tout à fait. C'est le signal qu'on attendait. Paralysé par le froid et le manque d'oxygène, il me faut presque 2 heures pour enfiler mes bottes et mettre mes crampons. Il est passé minuit lorsque nous commençons l'ascension par une nuit noire sans lune. Nos frontales n'éclairent qu'un faible halo de lumière. C'est tout juste suffisant pour éviter de tomber dans les crevasses. Vers 4 heures du matin, le soleil se lève, magnifique et grandiose derrière l'horizon. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il est en bas de notre position. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, ni d'énergie pour m'émouvoir de la splendeur du paysage. Je suis trop concentré sur la progression. L'escalade se poursuit sur une pente raide. Nous avons de la neige jusqu'aux genoux. Partis à 4, on se retrouve 2 devant à faire la trace. Chacun monte à son rythme. Nous n'emmenons pas de corde. Par endroits, de vieilles cordes fixes offrent une assurance plus symbolique que réelle. Les muscles ne répondent que grâce à un effort constant de la volonté. Et cette montée qui n'en finit jamais. Les minutes se transforment en heures. Mettre un pied devant l'autre, l'un après l'autre sans fin. Monter, c'est tout ce qui existe. Vers 6h30, on atteint le sommet sud à 8760 mètres d'altitude. Nous prenons une pause, la première depuis notre départ. Marc sort la bouteille d'eau. Elle est gelée. Inutile d'y penser. Il reste une traversée très délicate, très exposée. Une arête de glace entre 2 parois abruptes. À gauche, 2000 mètres plus bas, il y a notre camp 2. À droite, une paroi de 3000 mètres. C'est le Tibet. Il nous faut plus de 2 heures pour franchir cette dernière section. 2 heures de tension extrême. L'équilibre est précaire, la marge d'erreur nulle. Puis, c'est le dernier obstacle. Le réseau Hillary, du nom du premier être humain à l'avoir gravi. 10 mètres de rocher vertical. La paroi la plus haute du monde. Je la franchis dans un ultime effort. Je suis complètement à bout de souffle. Après, la pente s'adoucit. Cette fois, je sais que le sommet ne peut nous échapper. Nous nous attendons, Marc et moi, pour arriver en même temps. Nous ralentissons pour savourer ces instants uniques. Puis enfin, il n'y a plus nulle part où monter. Nous avons atteint le sommet de notre rêve. I couldn't be better. I'm sitting on top of the world. It's an awesome view. It's Yves Laforest and I right now. There's hardly a breath of wind. It's warm. We can see every mountain around. It's incredible. Over. We can see you clear as day. Stand up. Stand up. The 300. Sur le plus haut sommet du monde. J'ai un peu de difficulté à le croire, mais le feeling ici est impressionnant. Plus haut que tout ce qui entoure, pas de vent. Incroyable. La nature intelligente a placé les choses sacrées sur d'inaccessibles sommets pour que seules les âmes capables de les apprécier puissent se réjouir à la vue de leur beauté. Pèlerin, tu viens d'entrer dans le vestibule de la vie. Par tes efforts, tu as réussi à te mériter une clé pour entrer dans ce monde nouveau pour toi. Dorénavant, tu vas pouvoir continuer ta route dans ce monde plus réel que celui perçu par tes 5 sens. Pour cela, il te faudra revenir souvent ici, peut-être physiquement si tu le désires, mais surtout dans ton âme et dans ton esprit. Eux seuls sont les véhicules fabriqués pour cheminer dans la réalité de l'univers.
Je ne te parle pas ici d'une philosophie quelconque, mais comment cet univers et toi-même sont construits et fonctionnent. Étudie, observe et sens, et tu découvriras petit à petit ta réalité intérieure. La réalisation de soi ne se fait pas publiquement. C'est dans le secret de ton âme que la conquête se conclut. Tu vas redescendre auprès des tiens maintenant. Tu vas pouvoir partager une partie de ce que tu as reçu ici. Mais fais attention au piège de la gloire terrestre. Tout cela n'est qu'illusion et ne résiste pas à l'épreuve du temps. Souviens-toi de cet endroit, du succès de cette étape de ta quête. Cultive ton âme immortelle. Elle est ton guide véritable sur le chemin de l'unité. Ces derniers mots se sont perdus dans le vent qui se lève. Mes membres gelés indiquent qu'il faut redescendre. Je sens une petite flamme qui s'est allumée dans mon cœur pour me confirmer la réalité de ce que j'ai vécu. Elle ne va pas s'éteindre. Au contraire, elle va continuer à briller. Elle grandira même au fil des expériences et des apprentissages. Elle apportera une signification nouvelle à toute action. Parce qu'il y a de nombreux Everest dans la vie. Et ils ne sont pas tous de glace et de roche. C'est avec une nouvelle conscience que j'aborderai désormais la vie. Conscience que tout est vivant, significatif, nécessaire même à l'élévation de l'âme, à la réalisation d'un principe supérieur en chacun de nous. Je reprends la route, heureux d'entrer dans une nouvelle vie.